Bonjour Olivier Principal. Bonjour toute l'équipe. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la FNIM Grand Paris. Merci de répondre à nos questions. Olivier, pour rebondir sur les questions soulevées et les informations de Bérénice, notamment concernant l'explosion des expulsions pour un pays en 2024, c'est un triste constat pour notre pays, puisque c'est aussi parfois des familles, des situations difficiles. Est-ce que c'est quelque chose que vous-même, de votre côté, vous constatez quand vous a remonté du terrain? Oui, alors j'ai participé à la réunion avec la ministre ce lundi sur le sujet des impayés. Le constat est effectivement unanime dans l'ensemble de la profession et des intervenants. Cette augmentation des impayés, elle date de 2020, depuis la crise du Covid. Faut savoir que les impayés, c'est environ 2% du parc aujourd'hui, 2,02%. L'année dernière, c'était 1,96%. Donc il y a une légère augmentation entre 2023 et 2024. C'est un constat d'échec d'une politique publique, c'est un constat d'échec d'une économie. Il y a un triste équilibre ou un difficile équilibre à trouver entre la difficulté du locataire qu'on doit accompagner dans une période de difficulté avant de prononcer une expulsion, mais aussi la nécessité de protéger des bailleurs qui, eux, ont des emprunts à payer ou qui ont besoin de ces revenus. Donc c'est tout le travail difficile que la ministre engage. Il y aura un nouveau rendez-vous au mois de septembre, octobre, donc après les vacances d'été, pour remonter encore des données d'observatoire et suivre de manière plus fine pour qu'on trouve des solutions pour toujours bien accompagner les locataires, protéger les locataires de bonne foi sans mettre en difficulté les bailleurs. Alors vous avez la particularité d'être un grand professionnel de la gestion immobilière et du syndic de copropriété. Est-ce que vous avez l'impression que la situation se dégrade ? Est-ce que vous percevez une dégradation du pouvoir d'achat? On en parlera tout à l'heure avec Laurent Permas. On voit que les Français peinent à payer l'énergie avec une explosion des coûts. Est-ce que vous pensez que ce phénomène va peut-être s'accroître ? Faut pas se cacher, le contexte économique, il est pas bon. Il est pas bon de manière générale. On peut pas dire que dans les commerces, dans l'industrie, c'est haut les cœurs. Donc ces chiffres-là vous surprennent pas? Ça nous surprend pas. Et puis il y a des arbitrages. Faut pas oublier. On parle d'énergie et ça a été un sujet qui a été abordé avec la ministre. C'est que les locataires, les occupants vont préférer privilégier le paiement de leur facture d'énergie avant le paiement du loyer pour une raison simple. Enedis, quand la facture n'est pas payée, il vous coupe à distance l'abonnement. Donc alors que sur un sujet d'impayé de loyer, la procédure, elle met 18 mois, 2 ans, 24 mois. Donc il y a un sujet de priorité. Et puis c'est vrai qu'on est d'abord à réfléchir à la fin du mois en faisant ces arbitrages. Ce qui est triste, c'est d'être obligé d'arbitrer sur sa charge de logement. C'est la première dépense, c'est la première préoccupation d'avoir un toit. Donc oui, c'est extrêmement difficile. Quand les professionnels interviennent auprès des locataires, on essaie de toujours trouver des solutions. Et je donne un conseil à tout le monde: si vous avez un problème d'impayé, ne laissez pas l'impayé s'accumuler avant de prendre contact avec votre bailleur ou votre administrateur de biens, parce qu'une fois que la procédure est enclenchée, en général, elle va jusqu'au bout. Et c'est tout au début de l'impayé qu'on arrive à trouver des solutions. Il y a des fonds publics, comme le fonds de solidarité logement, qui peuvent être mobilisés par le locataire lorsqu'on a un problème d'impayé, et ça permet de trouver une solution publique avec un accompagnement quand on a des difficultés. Alors c'est bien que vous le disiez, c'est vraiment bien que vous le disiez, parce que souvent les Français ont peur. En fait, ils ont peur d'appeler le bailleur, ouais, ils ont peur d'appeler leur propriétaire. En même temps, bonjour, je vous appelle parce que j'ai du mal à vous payer. Non, c'est vrai, c'est normal. Mais justement, l'anticipation, parce que c'est vrai, et je vous ai vu faire, vous aidez les propriétaires et également les locataires à essayer de trouver des solutions, parce que quand on anticipe ces difficultés, vous arrivez à résoudre une grande proportion des difficultés, n'est-ce pas? Oui, et la procédure, c'est un constat d'échec pour tout le monde. Nous, administrateurs de biens, bien évidemment, on représente les intérêts du propriétaire, mais notre première priorité, c'est un juste équilibre entre le locataire et le propriétaire. Quand les particuliers font appel à un administrateur de biens, il y a pas de problème sur la restitution des dépôts de garantie, il n'y a pas de problème sur les révisions de loyer, ni sur les régularisations de charges, parce que les choses sont faites conformément à la loi. Et on est là pour accompagner tout le monde. Et nous, ce qu'on veut, c'est un locataire qui reste dans les lieux, qui se sent bien, qui n'a pas de problème avec son bailleur, parce que en assainissant la relation entre le locataire et le bailleur, on a un marché locatif fluide et on a de la confiance. Merci pour la transition, marché locatif. Alors là, je regarde les chiffres. Et là, franchement, c'est à pleurer. C'est même dramatique. On a un marché locatif qui s'est carrément rétréci de moitié dans les grandes agglomérations. Ça devient la croix et la bannière. Vous connaissez les chiffres pour les étudiants qui n'arrivent pas à se loger, les jeunes actifs qui n'arrivent pas à signer leur contrat parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Est-ce que quel constat vous faites? Alors vous, en plus, vous êtes sur la zone francilienne, donc zone ultra tendue, avec des prix qui sont quand même parfois intouchables pour certains locataires. C'est quoi la solution? Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le marché? Est-ce que Paris restera comme les grandes agglos, hyper tendu en termes de marché locatif? De manière générale, tant qu'on ne construira pas assez,
tant qu'on ne mobilisera pas une offre de logement, c'est de construire du logement. C'est de construire et d'inciter les Français à investir dans la pierre pour mettre du logement à la location. La tendance que nous avons aujourd'hui, c'est une disparition des investisseurs privés et des bailleurs. Pour une raison simple, vous accumulez, pour une région comme Paris, l'encadrement des loyers, en banlieue, le permis de louer, les obligations de rénovation énergétique qui frappent d'interdiction de location les logements, des loyers qui sont bloqués entre deux locations avec une impossibilité de réviser même si vous avez fait un peu de travaux d'entretien, et une fiscalité extrêmement lourde. À un moment donné, les bailleurs perdent confiance. Pourtant, les Français aiment la pierre. Et l'acteur qui est le bailleur est essentiel dans le parcours résidentiel. On est d'abord locataire. Quand on est étudiant, on est locataire. On rencontre quelqu'un, on prend un 2 pièces, ensuite on achète quelque chose. Ce parcours de vie, il est essentiel. Et nous, on est effarés par cette absence de considération qu'on peut avoir par le pouvoir politique qui ne prend pas en compte les propositions et les alertes qu'on a fait depuis plus de 2 ans. Alors justement, le projet de loi UVART a été adopté pas plus tard que la semaine dernière. On a la loi Trace qui vise à assouplir la loi ZAN. Nous avons le rapport qui va être remis par le sénateur Daubresse et le député Cosson, qui a de bonnes chances d'aboutir. Vous êtes en lien direct avec les députés et le pouvoir législatif. C'est quoi le combat à mener si on doit hiérarchiser? Quel combat, quelle noble cause aujourd'hui vous menez au sein de la fédération? Le premier combat, c'est redonner de la confiance aux bailleurs privés et à l'investisseur pour redonner une offre de logement aux Français. Si le statut est adopté, c'est vraiment très attendu. Mais le statut, c'est le signal de confiance dans l'investissement immobilier pour fournir du logement. Le public ne distribuera pas les logements et on a fait l'état tout à l'heure du problème du logement social. Le logement social, il y a un sujet. Quand on parle de 25% de logements mis à disposition, c'est une blague. Le logement social devrait être la destination de toutes les personnes qui en ont besoin. On ne devrait même pas avoir de gens qui vivent dans la rue. Donc d'abord, c'est donner reconfiance aux Français pour avoir ce toit. Ça, c'est évident. Donc ça parle de fiscalité, ça parle de rééquilibrage de la relation entre le bailleur et le locataire. Et ça, c'est essentiel. Après, on a le sujet de la rénovation énergétique, le signal de la rénovation. Tout le monde croit à la rénovation énergétique, mais maintenir les interdictions de location sur les bailleurs qui n'ont pas les moyens de mettre 40, 50, 60 000 euros de travaux sans possibilité de réévaluer le montant de leur loyer, ça n'a aucun sens économique. Et surtout, rappelons-le très rapidement, que dans un immeuble, vous avez dans un immeuble collectif, au rez-de-chaussée, un local commercial qui n'a aucune obligation de travaux, vous avez le médecin juste à côté qui n'a aucune obligation de travaux, au premier étage, le propriétaire occupant qui n'a aucune obligation de travaux. Et encore, quand vous avez le médecin à côté, vous avez de la chance, parce qu'il y en a de moins en moins. Bien évidemment. Ou le meublé saisonnier. À côté, le meublé saisonnier qui a un moratoire jusqu'en 2034. Et vous êtes propriétaire bailleur tout seul dans cette copropriété. Et vous en prenez plein la gueule. Vous devez le convaincre. Il y a un moment donné, il faut une équité globale. Bien sûr. Et si on arrive à détendre, je dis pas qu'il faut abandonner, bien évidemment, la rénovation énergétique. On a toujours soutenu cette rénovation, mais ça doit rester un outil de pilotage de la rénovation générale du bâti et pas un outil de sanction sur une seule catégorie de propriétaires. Sinon, c'est tous les Français qui morflent. C'est là qu'on voit effectivement que le signal de confiance, on a bonne chance que ça aboutit. Je rappelle que le rapport va être remis en juin. Alors justement, dernière partie, la fiscalité, déclaration de revenus. Question toute simple. Quand on loue un appartement ou une maison, on est obligé de déclarer les loyers perçus. Y a-t-il plusieurs façons de déclarer ces revenus fonciers? C'est un vrai casse-tête. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous voyez parmi les petits propriétaires que vous aidez d'ailleurs au quotidien, puisque le mieux pour un petit propriétaire bailleur, c'est d'avoir recours à un administrateur de biens. Bon, du coup, je fais pas de pub. Non, il y a 2 façons de déclarer ses revenus. Vous avez un régime simplifié, qu'on appelle le régime du microfoncier, qui correspond à la plupart des bailleurs qui ont un logement en location. Le principe du microfoncier, c'est... En fait, vous déclarez le montant de vos revenus, vos loyers bruts encaissés, et vous pratiquez un abattement sur le montant. Donc c'est assez simple à faire. Ouais. Ensuite, vous avez le régime réel. Le régime réel, alors là, vous déclarez les revenus que vous avez encaissés. En dessous, vous déduisez toutes vos charges. Les charges de gestion, les charges d'assurance, les charges de copropriété, la taxe foncière, et vous êtes imposé sur la différence entre vos revenus et vos charges. C'est ce qu'on appelle le régime réel. Très clair. C'est le régime le plus intéressant quand vous avez des travaux, puisque le régime forfaitaire simplifié qu'on a vu tout à l'heure ne fait pas état de vos dépenses réelles. Quand vous faites des travaux dans votre logement, il vous faut le régime réel. C'est pas très compliqué, mais c'est vrai que quand on est accompagné dans sa déclaration de revenus, c'est quand même beaucoup plus facile. Et vous évoquez le sujet des administrateurs de biens. Le tiers de confiance administrateur de biens fournit aux propriétaires en général les éléments à déclarer dans chaque ligne des revenus fonciers. Donc ça, c'est extrêmement simple. Première erreur,
surtout à éviter. À éviter, c'est de ne pas déclarer ses revenus ou d'en oublier une partie. Avec les outils de contrôle à la disposition des services des impôts aujourd'hui, je peux vous dire que si vous trichez, ça va clignoter dans tous les coins. Et je pense qu'il faut être clair, il ne faut pas essayer on n'est pas forcément obligé de tricher. Parfois, on oublie, on n'y pense pas. Lorsqu'on gère soi-même son propre bien, bon, ça, c'est pas toujours évident quand même. Hein. Non, c'est pas toujours évident, mais le formulaire, pour le coup, il n'a pas beaucoup changé. Okay. Hein, il est relativement clair. Oui. Il est relativement clair, simple. Je vous dirais pas ça, c'est les impôts. Hein, mais c'est jamais il est relativement clair. Et en l'occurrence, il ne faut pas hésiter à faire appel au service d'un professionnel si on a des questions sur le sujet. On va peut-être rappeler, si vous voulez bien, la date limite pour la déclaration des revenus fonciers. C'est quand? Alors ça, c'est très sympa. La date limite, c'est du 22 mai au 5 juin, me semble-t-il. Oui. J'ai eu cette question tout à l'heure par Madame Deville-Fleuriot qui m'a posé et j'étais un petit peu en train de sécher. Voilà, donc c'est le 22 mai pour les départements de 1 à 19, le 28 mai pour les départements 20 à 54 et le jeudi 5 juin pour les 55 à 976. On pouvait pas faire plus précis. Oui, voilà. Là, j'avais pas le choix. Là, pour quelqu'un qui savait pas, là, franchement, vous nous avez bluffé. Merci Olivier Principal. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la FNIM du Grand Paris.